Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite un bon lundi. Merci d'être avec nous, avec Philippe David. Bonjour, soir. Oh, c'est limite. À 17h04, on peut dire les deux. J'aimerais savoir exactement à quel moment ça bascule. C'est vrai qu'on pose souvent la question. Ça dépend. L'hiver, quand il fait nuit à 5h, on a plutôt tendance à dire bonsoir. Mais là, comme il fait encore plein jour, on a plutôt tendance à dire bonjour. Quentin, notre réalisateur, nous dit dans les oreilles, c'est maintenant, c'est 17h. Donc c'est bonjour. Je vais dire bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Non, parce qu'elle pense qu'elle va nous dérider, vu les gestes de connivence que nous avons déjà notés, Bruno Pomar et moi, entre elle et Philippe Bilger. On est lundi, c'est normal. Non, il n'y a rien de normal. Non, je lui ai passé le témoin. Ouais, parce que c'est une course. donné de les réponses du qui c'est qui l'a dit. Non, mais c'est tout. Françoise, je vous ai déjà dit cette phrase. Regardez-vous dans une glace, vous verrez une jalouse. Voilà, c'est ça. Ça commence bien. Dis donc. Ça balance. Je les ai à l'œil. Et j'ai eu 2 victoires la semaine, même contre François. Absolument. Oui, quand même. Avec ce numéro de téléphone, mes chers amis, au 0826 300 300. Permettez-moi, je reviens aux affaires, comme on dit. Dans le milieu, bien entendu, Aude vous attend au standard. On est très heureux de vous accueillir. Et le grand débat du jour à 17h30, un plébiscite pour Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, très largement élu président du Parti des Républicains avec 74% des voix face à Laurent Wauquiez. Il doit vouloir être l'artisan de la victoire de la droite en 2027. Alors parlons vrai. Est-ce que Retailleau est de facto le candidat naturel de LR à la prochaine présidentielle ou va-t-il falloir refaire une primaire? Et à cette question, Retailleau a-t-il gravi la première marche pour la présidentielle? Vous dites non à 65%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et c'est Julien Aubert qui sera avec nous, vice-président du Parti Les Républicains et président d'Oser la France. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. Vous l'avez certainement vu, un mariage blanc selon le maire de Bourg-les-Valence. Elle refuse de marier un Tunisien sous OQTF. Il aurait admis vouloir épouser sa compagne pour les papiers, selon sa première adjointe. Le couple dément, la mère risque de la prison et inéligibilité. Voilà. Vous le dites beaucoup mieux que moi, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que la loi sanctionnant les maires ne vous semble pas surréaliste? Et à cette question, la maire de Bourg-les-Valence refuse de marier une personne sous OQTF. La soutenez-vous? Eh bien, vous êtes 97% à la soutenir. Vous voulez réagir? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Marlène Mourier sera avec nous, donc maire de Bourg-les-Valence. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. J'adore Philippe David quand vous vous chopez comme ça au vol. Non, parce qu'il ouais, au vol. Non, oui. C'est un peu violent. Les seules fois où je vous chope au vol, c'est quand vous donnez les réponses à Philippe Bilger dans le qui c'est qui l'a dit. C'est vrai. Je ne parle que dans le micro, moi, Philippe. Je suis pas comme vous. C'est comme Rocco Siffredi, ça devient plus plausible. Presque de plus en plus, parce que lui aussi vieillit, Philippe. Allez, Philippe Bilger est avec nous, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Bonsoir Philippe, merci en tout cas d'être là. Les amis. Merci Françoise Degois aussi, Françoise Degois, éditorialiste. Coucou les amis. Coucou. Non, Et le choupinou Bruno Pomar qui est avec nous, président de l'initiative Sécurité Intérieure et maire de Belleflou. Élu de la République. Oui, monsieur. Dans l'Aude. Je suis toujours impressionné quand vous me mettez la doublette Bilger-Degois. Oui, mais vous le dites. À chaque fois que vous venez, comme vous venez beaucoup. Qu'est-ce qui joue bien la comédie? J'ai l'impression, ce qu'il dit, que vous venez beaucoup, et vous avez envie de rajouter beaucoup trop, en fait. Je pense que c'est ça. Non, écoutez, on peut finir votre phrase. Je Oui, vous arrête. si. Il a peur de Bruno Pomar. Ah, il a peur. J'ai très peur de lui. Non mais Bruno arrive en disant Bilger Degois, comment? Qu'est-ce que j'apprends? Bruno, il est redoutable. Quel acteur, mais quel acteur. Physiquement. Mais vous voudriez qui, par exemple? Faites-nous une doléance, allez-y. C'est des gens rompus à la politique, à tous les... Non mais dites-nous, vous voudriez qui autour de la table? Excusez-moi, Bilger Degois, c'est Nadal Federer, c'est Borg McEnroe, c'est Hubert Becker. Délicieux et sympa. Pierre-Yves. C'est Laurel et Hardy. J'aime bien Pierre-Yves. C'est du, non, mais tu vois, c'est du Paul Dupont, d'accord? C'est truc qui rentre en plan, vas-y, allez-y. C'est ça. Non, mais moi, Lucky Luke qui rentre en quand je suis un élu du peuple sans étiquette et que j'ai un homme de droite et une femme de gauche, quelque part, je me sens pas bien. Quoi. Non mais faites-nous une liste. C'est Noël dans 6 mois. Maintenant, il y a la dépression de Bruno Pomar. Faites-nous une liste. Je me sens pas bien. Donnez-moi 2 noms. Avec qui vous aimeriez débattre? Jean, tu m'as dit pardon Pierre-Yves Martin. Pierre-Yves Martin, Vous j'aime bien, m'avez dit ça. mais il est
moins politique que vous. Ah ben ça. Voilà. Bon, ok. Pierre-Yves Martin, qui d'autre? Dorido peut-être pour un psychologue. Je pense que c'est René. René Chiche. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est ça. Et Michael Sadoun, vous avez fait une prestation. Michael Sadoun aussi, oui. D'accord, c'est agréable. Moi, j'adore cette émission. Et nous, on nous demande pas avec qui on veut surtout plus jamais débattre. Il y a un type là à ma gauche. Vous le voyez en peinture. Non, mais. Eh ben, Françoise, c'est sa dernière. Elle aime les flics, c'est une apparence. Je l'adore, oui, bien sûr. J'ai beaucoup de copains qui sont flics d'ailleurs, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, il devrait vous mettre en garde à vue. Parfois, ça vous fait du bien, Françoise. Je confirme. Direction Tarbes, Traite, c'est pas du tout dans les Bouches-du-Rhône, avec Pascal qui est avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsour Pascal. Bonsoir toute l'équipe. Et je suis quand même agréablement content de voir Bruno sur le plateau, parce que Bruno fait partie des gens, l'éternel recommencement des rendez-vous loupés à Marseille qu'on devrait avoir. Et ça fait plaisir de le voir là. Ah merde. Non. Excusez-moi, à quel moment on s'est loupé à Marseille, dis-moi. Ah oui. Moi, pour le parcours coordonné au niveau de la PJ, on devait se voir dans le cadre de l'aventure. D'accord. Ah oui, vraie aventure. Mais je vais y revenir, mon ami, parce qu'on est. J'ai un gros. Non, mais si vous avez des informations à faire passer, allez-y. Profitez-en, l'antenne est là. Avec les associations, j'ai un très gros plan d'action. Je suis à la métropole après-demain. D'accord, ok. Parce que Philippe, ça serait bien que tu viennes récupérer ta chemise à la maison. Non, parce que là, on va supputer que je dors chez vous. Moi, je dis, Pascal, il nous traite mal. Chérie, Il nous traite mal. Oh, elle est très bonne. Chérie, est-ce que tu peux, si tu m'écoutes, récupérer les fringues au pressing? Excusez-moi, on a une info importante. Quentin, notre réalisateur, dit qu'il vend une DS3. Si ça intéresse quelqu'un. Mais non, c'est sérieux, là, le sujet, on parle de la jeunesse. Oui, alors, excusez-moi. Pascal a des choses à dire. Puisque, Pascal, vous voulez dire, arrêtons d'avoir une vision archaïque des gens du voyage. Oui, alors hier soir, j'ai ma fille elle allume la télé et je tombe sur un reportage, un énième reportage sur les gens du voyage. Et ça m'énerve, en fait, parce que moi-même je suis ici les gens du voyage et c'est pas pour ça que je m'en sors pas, c'est pas pour ça que je suis délinquant, c'est pas pour ça que je vais faire des choses. Au contraire, je travaille dans un grand ministère et mais voilà, moi le reportage chaque fois racoleur que on respecte pas les femmes, qu'on respecte pas les gens, qu'on respecte pas les terrains quand on va sur les terrains. Mais le problème, il y a quand même une grande reconnaissance. Beaucoup d'élus ne reconnaissent pas les gens du voyage. La preuve, il n'y a même pas des aires de voyage, des grands accueils partout. Et généralement, c'est la loi, c'est obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on doit se mettre partout et nulle part en même temps. Mais à un moment donné, j'en ai marre de tout ce parti racoleur. Il serait bien que quand on parle des gens du voyage, qu'on montre une autre façon de la communauté, une autre façon de faire de la communauté, et qu'on c'est fini le temps des voleurs de poules et fini sur les marchés. C'est fini. Voilà. Philippe Bilger. Alors, je ne savais pas, je n'y connais rien sur les gens du voyage, même sur le voyage des gens. D'ailleurs, je ne sais pas grand-chose. Mais plus sérieusement, j'ignorais qu'on pouvait être un homme du voyage et avoir une activité très stable quelque part. Et de toute manière, je rejoins notre ami. Rien n'est plus détestable que de globaliser. Oui. Pascal. Ouais, moi je rejoins tout à fait notre ami, d'autant que dans une autre vie, j'ai eu un super rédacteur en chef qui était même secrétaire général d'une immense radio, aujourd'hui leader des audiences, et qui était un homme du voyage. Sa famille était vraiment une famille gitane. Donc vraiment, merci beaucoup de casser les globalisations, ça me touche beaucoup. Bruno Pomar. Non, mais je me range à l'avis de mes deux amis, effectivement. Alors, et en même temps, je dirais, je ne fais pas de macronisme, mais et en même temps, je me dis qu'effectivement, les aires d'accueil pour les gens du voyage, on ne peut pas en mettre partout. Moi, je suis maire de mon village, je ne me vois pas en train de mettre une aire d'accueil avec tout ce que la comporte, c'est-à-dire évacuation, etc. Donc, c'est un peu compliqué de demander à toutes les villes de mettre en place des zones. Et en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut éviter de globaliser. Il y a des voyous, des malfaisants, il y en a partout, dans toutes les communautés. Et voilà, il ne faut pas prendre les gens du voyage pour des voleurs de poules systématiquement. Et il y en a même autour de la table de ces voleurs de poules. Bruno, oui. Bruno, s'il y a même à dire, au-delà de ça, la plupart des gens, quand on fait des aires de voyage, on les fait souvent à côté des déchetteries. C'est vrai, elles sont toujours dans un endroit dégueulasse, ça, il faut quand même le dire. C'est comme les prisons. C'est comme les prisons.
C'est comme les prisons, la plupart des gens ne veulent pas, ils veulent tous des prisons, mais ils veulent pas rester chez eux. Tu as raison. Je suis d'accord. Ouais, Pascal, merci en tout cas pour ce sujet. Vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Je vais parler des personnalités. Vous allez parler de moi ? J'introduirai un peu de fraîcheur. C'est ça. Introduisez-moi, Philippe. Allez, à tout de suite. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ah non, la série qu'il a faite, non. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h, juste pour vous dire que nous vous gâtons, puisque vous allez pouvoir remporter pas mal de cadeaux aujourd'hui, et puisque c'est bientôt la fête des mères, à l'occasion de cette fête, c'est un peu toute la journée avec Sud Radio, et nous allons vous offrir immédiatement, en tout cas au 10e appel au standard, un bracelet de la collection Lettres et de la marque Le Vent à la Française.com. Donc voilà, vous allez pouvoir remporter ce très joli bracelet, l'avoir à votre prénom et avec vos initiales dessus. On mettra, si par exemple si c'est Madame David qui appelle, elle mettra Sophie sur son bracelet. Voilà. Sophie. Donc oui, c'est Sophie. Sophie. Bientôt Sophie David, j'espère. Mais en tout cas, voilà, 0826 300 300. C'est un très joli cadeau offert par Le Vent à la Française.com. Vous restez avec nous autour de cette table. Philippe Bilger, Françoise Degois et Bruno Pomar. Et les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu dans un instant. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on ? Du rapporteur public qui demande cet après-midi à la Cour administrative d'appel d'ordonner une reprise des travaux de l'A69 entre Toulouse et Castres. On va parler aussi de la commission d'enquête sénatoriale qui charge Nestlé Waters et l'Elysée dissimulation, déficit de contrôle sur les pollutions et les traitements illégaux pour y remédier, disent les sénateurs. Et puis on va parler aussi de ce cancer agressif dont souffre Joe Biden, annonce sur la santé de l'ancien président déjà mis en difficulté par des révélations sur une supposée dissimulation de son entourage quant au déclin de ses capacités cognitives à la fin de sa présidence. En 3 mots, travaux, dissimulation et cancer. On en parle dans un instant, tout de suite le procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est sur les personnalités que voulait requérir monsieur le procureur, j'allais dire le producteur, pardon. En effet, j'ai l'impression, en totale immodestie, que le climat politique s'articule un peu sur mes goûts, mes appétences et mes ignorances. J'ai toujours préféré discuter en matière politique des personnalités, des caractères plutôt que des idées, dans la mesure même si, sans prétention, j'en ai quelques-unes, 2 ou 3, je suis beaucoup plus intéressé par la psychologie des gens que par leurs pensées qui peuvent être variables. Et donc aujourd'hui, je crois que les personnalités ont beaucoup d'importance et je veux comparer en un mot Jean-Luc Mélenchon, dont le tempérament et le caractère plombent en grande partie LFI et je dirais qui bénéficie d'une sorte d'inconditionnalité de la part du petit groupe qu'il soutient contre vents et marées, déficit de son caractère. En revanche, Bruno Retailleau, en grande partie, a largement battu Laurent Wauquiez à cause de sa personnalité et des vertus que celle-ci contient. Je suis absolument d'accord. Vous savez, il y a une anecdote que peu de gens connaissent. Lionel Jospin, à l'époque, est ministre de l'Éducation nationale. Il est très en colère contre François Mitterrand, qui a plus ou moins piloté les manifestations d'étudiants contre son propre ministre. Et Jospin rentre dans le bureau très en colère et fait signe quasiment presque de saisir Mitterrand par le callback. Bon, quand vous avez Mitterrand en face de vous, vous approchez pas en fait. Mitterrand glacial lui répond: Monsieur le ministre, le mauvais caractère est une faute profonde politique. Et je trouve que vous avez absolument résumé parfaitement, ça résume parfaitement ce que vous venez de dire. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est un formidable homme politique, brisé par son propre caractère. Je pense que Bruno Retailleau a pris le dessus en supplément d'âme. Enfin, moi je suis pas d'accord avec tout ça, mais sur Laurent Wauquiez à cause de son tempérament. Et je pense que 2027, grâce à son tempérament, pardon, 2027 va appeler de toute façon un candidat, un président ou une présidente qui sera posé, puissant et calme par rapport au président baroque que nous avons eu.
Oui, non, mais le caractère et la personnalité, c'est important. C'est quand on veut être en haut, c'est clair. Il faut capter. On a eu un Mitterrand, on a eu un De Gaulle, j'allais dire. Oui, même un Chirac, un Chirac, tout à fait. Très aimable. Sarko, etc. C'est des gens qui ont des personnalités très très fortes et à la limite, peut-être un peu plus sincères dans la sincérité. Oui, aussi. C'est un jeu d'acteurs en même temps qu'il faut. Mais je veux dire, il faut attirer et peut-être même s'il n'y a pas beaucoup de fonds, quoique à ce niveau-là, il faut qu'il y ait du fond quand même. Ben oui, c'est important, je pense. Merci beaucoup, Philippe Bilger, je vais y arriver. Et tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont travaux, dissimulation et cancer. Vers une reprise des travaux de l'A69 entre Toulouse et Castres, le rapporteur public de la Cour administrative d'appel donne son feu vert à un redémarrage du chantier interrompu par le tribunal administratif. La commission d'enquête sénatoriale sur le scandale des eaux minérales charge Nestlé Waters et l'Elysée. Elle les accuse d'avoir dissimulé les pollutions et les traitements illicites utilisés pour y remédier. Et puis quand Donald Trump se dit attristé pour Joe Biden, c'est que c'est grave. L'ancien président atteint d'une forme agressive du cancer de la prostate. Les vraies voix Sud Radio. C'est comme dans les bouchons, ça démarre, ça s'arrête et ça repart, ou en tout cas ça pourrait repartir. Nouveau coup de théâtre dans le dossier de l'A69, ce projet d'autoroute Toulouse-Castres en grande partie réalisé mais interrompu par le tribunal administratif de Toulouse pour raisons environnementales. Alors que les sénateurs ont voté en faveur d'un projet de loi ad hoc la semaine dernière pour autoriser le chantier à repartir, eh bien c'est du côté de la Cour administrative d'appel que pourrait venir la reprise des travaux. Le rapporteur public se prononce pour cet après-midi. L'interruption de ce chantier posait un problème d'enclavement du territoire selon Pierre Archer, directeur du journal d'ici, l'hebdomadaire du Tarn et du Lauragais. Il y a déjà une quarantaine d'années, les élus locaux manifestaient pour réclamer une liaison routière de qualité avec la métropole régionale, avec Toulouse. L'enclavement, c'est bien sûr l'enclavement routier, mais ce qui caractérise un bassin enclavé, c'est également le fait de ne pas avoir de desserte ferroviaire satisfaisante, de ne pas bénéficier non plus d'un aéroport international. C'est typiquement le cas du bassin Castres-Mazamet, qui est le seul de cette importance en France à ne pas être désenclavé, à ne pas être relié à sa métropole régionale par une autoroute. Le directeur du journal d'ici, l'hebdo du Tarn et du Lauragais, Pierre Archer, au micro de Patrick Roger, ce matin dans La Vérité en face sur Sud Radio. D'ailleurs, on sera de nouveau avec lui vers 18h10 dans Les Vraies Voix pour réagir justement à cet avis favorable du rapporteur public de la Cour administrative d'appel pour une reprise donc des travaux. Pierre Archer qui dirige aussi le syndicat de la presse hebdomadaire régionale, syndicat avec qui Sud Radio organise l'opération La France qui reste debout. Chaque matin dans La Vérité en face, toute la semaine entre 9 et 10h, Patrick Roger sera avec un un hebdo régional, une problématique et les solutions qui émergent sur le terrain. Demain matin, par exemple, on parle des déserts médicaux avec l'écho du Berry. Et puis le deuxième mot, dissimulation, la commission d'enquête sénatoriale sur les eaux minérales ne mâche pas ses mots. Les sénateurs se sont penchés sur ces traitements utilisés par Nestlé Waters pour remédier à des pollutions sur les sites Perrier dans le Gard ou Épar et Contrex dans les Vosges, des traitements interdits, en tout cas interdits pour une eau qui est vendue comme eau minérale naturelle. Les sénateurs évoquent des contrôles défaillants, mais aussi une dissimulation avec l'aval du sommet de l'État. Tout est passé non pas par le gouvernement, mais directement même par la présidence de la République, indique Alexandre Ouzille, le rapporteur de cette commission d'enquête sénatoriale sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. C'est à l'Élysée que les dialogues ont été le plus nourris entre les différents chefs de file et autorités. Je veux dire par là que aucun ministre, à notre connaissance, n'a rencontré directement les dirigeants du groupe Nestlé. En revanche, nous savons que Alexis Keller, secrétaire général de l'Élysée, a rencontré à plusieurs reprises et a eu des entretiens téléphoniques à plusieurs reprises avec les représentants du groupe Nestlé. C'est même le lobbyiste qui nous l'a... Oui, c'est le lobbyiste de Nestlé. Enfin, on invente rien. Voilà, on invente rien. Alexandre Ouizil, sénateur PS de l'Oise et rapporteur de cette commission d'enquête sur l'eau en bouteille. Troisième mot, cancer. Joe Biden remercie tous ses soutiens après l'annonce de son cancer agressif. Au-delà même des démocrates, même Donald Trump s'est dit attristé pour Joe. Il a envoyé son soutien à son épouse Jill après l'annonce d'hier. L'ancien président Biden, qui souffre d'une forme agressive du cancer de la prostate, soutient de son successeur. En revanche, le fils de Donald Trump Jr., crée déjà une polémique outre-Atlantique en se demandant publiquement s'il s'agit d'une nouvelle dissimulation de son entourage quand il était encore président et candidat. Ce que je veux savoir, c'est comment le docteur Jill Biden a pu manquer un cancer métastatique de stade 5, ou s'agit-il d'une nouvelle dissimulation, écrit le fils de Donald Trump. Des soupçons nourris par ce livre Scandale outre-Atlantique qui révèle notamment que l'entourage de Joe Biden avait
avait dissimulé le déclin de ses capacités cognitives à la fin de sa présidence quand il voulait être candidat pour rempiler. On apprend notamment que George Clooney, soutien de Joe Biden, avait rencontré Biden sans que celui-ci ne le reconnaisse. C'est après ça que Clooney, grand soutien des démocrates, avait lancé son fameux appel pour pousser Joe Biden à renoncer à sa candidature. Merci Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. On a pris beaucoup de retard. Dans un instant, on va revenir sur Bruno Retailleau, largement élu à la tête des Républicains avec 74% des voix. Il veut devenir l'artisan de la victoire de la droite en 2027. Alors parlons vrai. Est-ce que Retailleau devient le candidat naturel de LR avec sa victoire d'hier? Et à cette question, Retailleau a-t-il gravi la première marche pour la présidentielle? Vous dites non à 65%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Julia Aubert est avec nous, vice-président du parti Les Républicains et président d'Oser la France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Petite question, avant de partir en pub, pour Retailleau, l'adversaire c'est Mélenchon, pour Xavier Bertrand, c'est plutôt Marine Le Pen. Est-ce qu'on va avoir des réponses cohérentes chez les Républicains? Oui, parce que le président des Républicains, c'est Bruno Retailleau, donc c'est lui qui donne la direction. Xavier Bertrand, lui, est président de la région Nord de France. On en parle dans un instant, restez avec nous, 0826 300 300, à tout de suite. Bonjour, c'est Patrick Roger. Pas de langue de bois, de 9h à 10h, la vérité en face, demain sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Et Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver comme tous les jours au 0826 300 300, ce numéro de téléphone que vous aimez actionner pour débattre avec nos amis autour de cette table. Donc Philippe Bilger, bien entendu, Françoise Degois, et puis Bruno Pomar et Philippe David, bien entendu. Ça va Philippe David? Ça va très bien. En pleine forme, ils sont en pleine forme, tout va bien. Bon, écoutez, très bien, tout de suite. Je le dis, alors on lance ce truc. C'est parti, ça s'appelle le grand débat des vraies voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'ai le très grand honneur de vous communiquer les résultats du plébiscite. Bruno Retailleau a été élu ce soir nouveau président du parti Les Républicains. Le ministre de l'Intérieur a remporté 74,31% des voix. Cette question, elle est tranchée. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ce sont nos adhérents qui ont tranché à 75%. La plus grande fierté de ma campagne, c'est que je voulais faire revenir à nous des gens qui nous avaient quittés. Et ils sont revenus. Il faut faire en sorte que nous soyons unis pour gagner, parce que divisés, nous sommes sûrs de perdre. Un plébiscite pour, en tout cas, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, très largement élu président du parti Les Républicains avec 74% des voix face à Laurent Wauquiez. Il dit vouloir être, je cite, l'artisan de la victoire de la droite en 2027. Alors parlons vrai, est-ce que désormais on doit compter LR comme faisant partie de la majorité présidentielle, son président étant ministre? Et à la question, Retailleau a-t-il gravé la première marche pour la présidentielle? Vous dites non toujours à 65%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Julia Aubert est avec nous, vice-président du parti Les Républicains, président d'Oser la France. Monsieur le vice-président, merci d'avoir accepté cette invitation. Philippe Bilger. D'abord, évidemment, je suis ravi de la victoire de Bruno Retailleau, mais je ne l'imaginais pas aussi éclatante tout de même. Dans le plus beau de mes rêves, je voyais 60-40, je n'imaginais pas au-delà de 70. Mais sur le plan de la question de Sud Radio, je suis frappé de voir une chose. Pendant longtemps, on nous vantait, Éric Ciotti le premier, que Laurent Wauquiez serait le candidat naturel de la droite et qu'autour de lui se coaliserait une multitude de gens qui abandonneraient leur ambition personnelle pour soutenir la sienne. Et puis le paradoxe aujourd'hui, c'est que cette victoire éclatante va constituer clairement Bruno Retailleau comme le patron de la droite. Est-ce que en 2027, ça rendra inutile la primaire parce qu'il y a d'autres candidats qui ne jetteront pas l'éponge, ou est-ce qu'on peut espérer qu'autour de Bruno Retailleau, s'il maintient cet ancrage dans l'opinion, il y aura un certain nombre de rivaux? Je pense à quelqu'un de remarquable comme David Lisnard, qui l'a soutenu d'ailleurs très vigoureusement, qui s'articuleront auprès de Bruno Retailleau pour former une équipe. C'est une question que je pose. Oui, en tout cas, il a franchi une première marche. Je ne comprends pas pourquoi nos auditeurs répondent non à 65%. Évidemment, c'est une marche très importante qu'il a franchie. Quoi qu'on veuille en dire et quel que soit ce Alors, je vous coupe, il y a beaucoup de commentaires. Non, ce sera Édouard Philippe. La droite a toujours trahi ses promesses, etc. Bien sûr, mais c'est autre chose. C'est que quoi qu'aura voulu faire Emmanuel Macron, la réalité, c'est que dans ce pays, il faut diriger
diriger un parti politique. Il y a eu la parenthèse Macron et maintenant, je pense que le fait qu'il prenne la tête des Républicains et surtout qu'il ait multiplié par 3, je crois, le nombre d'adhérents pour venir, ça veut dire qu'il y a un goût pour la droite qui revient dans ce pays et lui, il est le patron du parti de la droite. Donc ça, c'est le premier point. Donc oui, je pense que c'est une première marche pour lui significative. Est-ce que c'est une marche de victoire? C'est là que tout se complique. La réalité, c'est que je peux imaginer que Gérald Darmanin va pas renoncer aussi vite, là, dans ce camp-là. Je ne vois pas du tout Édouard Philippe, qui sera notre invité exceptionnel demain matin chez Jean-Jacques Bourdin. Je vois pas du tout Édouard Philippe, qui est en tête de toutes les intentions de vote depuis des mois. Bruno Retailleau ou pas Bruno Retailleau, renoncer, je voudrais juste finir. Je termine très vite. Je vois pas comment Édouard Philippe renonce et surtout, je ne vois pas comment Gabriel Attal accepte de se ranger ou derrière Édouard Philippe ou derrière Bruno Retailleau. Donc le plus dur commence en fait aujourd'hui pour la droite, mais il y a un grand pas pour Retailleau personnel qui est fait, c'est évident. Moi je crois que Retailleau a intérêt de faire attention. Parce que si 65% des gens disent que voilà, il n'est pas encore au summum, je pense qu'il ne faut pas qu'il nous déçoive. Moi je parle en tant qu'ancien flic, les flics l'aiment à Retailleau. Il va falloir qu'il fasse ses preuves avant de partir du ministère intérieur vers la tête des LR. Donc je pense qu'il a quand même une étape, une transition qui m'interpelle totalement. Il faut pas, parce que s'il se barre de la police, il y a plein de gens qui vont être hyper déçus. Et comme Retailleau, il a fait son crédit, là, 120 000 adhérents, de 40 000 à 120 000 sur l'intérieur, côté sécuritaire, etc. Comme Valls, comme Sarkozy. Enfin, il est là, waouh. Et s'il nous déçoit, je pense que ça pourrait être pire pour lui après. Juste un truc sur que dit Bruno et qui est toujours vrai. Tous les ministres de l'Intérieur, il y a toujours la promesse électorale qui est très puissante parce que c'est un ministère hyper exposé le plus avec le Premier ministre et le Président. Mais il y a aussi souvent la déception parce que les promesses ne sont pas tenues. Donc ça, c'est le piège. Faites attention, Françoise, quand vous dites Bruno Retailleau ou Bruno Pomar, c'est pas pareil. Hein. Non, c'est moins bien Pomar. Julien Aubert, vous êtes vice-président des Républicains, président d'Oser la France. Bruno Retailleau, il a fait ses premières classes avec Philippe de Villiers. Est-ce que c'est le retour du souverainisme chez LR? Pour moi, effectivement, c'est une forme de révolution. C'est depuis Philippe Séguin, aucun président du parti n'avait jamais voté non à un traité européen. C'est important parce que je vous rappelle que l'un des éléments différenciants du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion, il y a une question, c'est la peine de mort, où vous avez 30% de plus des gens du RN qui sont favorables. Et le second sujet, c'est l'Europe, pour lequel vous avez une surreprésentation de gens qui sont des eurocritiques. Et puis, voilà. Et puis, deuxièmement, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, comme vous dites, du RPR. Et ça aussi, c'est une forme de révolution. Donc, il y a derrière le caractère très feutré et la belle victoire, je dirais une vraie promesse peut-être de renouvellement idéologique. Julien Aubert, est-ce qu'on peut penser que, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, alors qu'on nous avait, entre guillemets, vendu Laurent Wauquiez comme candidat naturel, est-ce qu'on peut espérer que Bruno Retailleau puisse le devenir tout de même et que, d'une certaine manière, cette adhésion à ce qu'il est, à son projet, règle un peu des joutes secondaires? Oui, moi je le pense, parce qu'en fait, tout ceci montre, mais on l'a déjà vécu à d'autres élections, que le charisme, ça ne s'invente pas, et qu'une élection présidentielle, c'est effectivement la rencontre d'une personnalité à un moment donné qui correspond à l'esprit du temps. Et parfois, on a beau être bourré de qualité, Laurent Wauquiez en a beaucoup, ça n'enclenche pas, il y a quelque chose qui ne démarre pas. Et là, pour Bruno Retailleau, effectivement, aujourd'hui, à l'instant T, il y a quelque chose qui s'est déclenché, pas dans tout le pays, mais en tout cas sur une partie de la droite, une droite qui pouvait être déçue des Républicains. Donc je pense, moi, si vous voulez, qu'il ne faut pas faire de primaire. Donc j'espère que, il va montrer à la tête du parti qu'il est capable de réunifier et de rassembler, et que ça créera une dynamique, parce que ce serait plutôt une alternance en 2027 avec le macronisme qu'une continuité. Il faut quand même ramener les choses à leur place. 120 000 adhérents qui votent, ça ne sont que 120 000 adhérents. Je le dis tout de suite parce que les primaires du Parti Socialiste en 2012, ça a été quasiment 1 million d'adhérents, de votants. La primaire pour François Fillon, c'est un succès populaire extraordinaire. Donc il faut quand même ramener, c'est pas un plébiscite de Bruno Retailleau. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement de transformer, vous, Julien Aubert, le premier tour de la présidentielle? Ça va être le cas à gauche. Est-ce que ça va pas être le cas à droite, le premier tour qui sera en fait une primaire réelle, premier tour de la présidentielle?
Julien. Ça peut effectivement l'être, même si on veut ramener les choses en place, on peut dire aujourd'hui aussi que les Républicains sont redevenus le premier parti en termes d'adhérents, ce qui montre bien qu'il y a un ancrage territorial fort. Mais effectivement, le premier tour de l'élection présidentielle sert normalement à partager, justement à départager des ambitions concurrentes. On s'escrime, si vous voulez, depuis 10 ans à essayer d'organiser des primaires avant pour clarifier le jeu. Et on a vu d'ailleurs que parfois, en voulant clarifier le jeu, ça a laissé rentrer d'autres acteurs. Emmanuel Macron a été un des grands bénéficiaires des primaires. Donc je crois, si vous voulez, qu'il faut laisser la Ve République fonctionner comme elle a toujours fonctionné. D'accord. Ça tient par à l'élection. Et vous verrez bien qu'au bout d'un moment, la raison, le financement et les sondages finiront par arbitrer les ambitions des uns et des autres. Ah, vous croyez qu'on peut renoncer, qu'Édouard Philippe peut renoncer sur la base de sondage ou Gabriel Attal? Vous pensez vraiment? Moi, je ne crois pas une minute, mais je me trompe peut-être. Je pense, si vous voulez, qu'Édouard Philippe a un problème, c'est-à-dire qu'en fait, il s'adresse à un socle qui est le socle du macronisme, mais Gabriel Attal parle plus que lui à ce socle. Alors aujourd'hui, Gabriel Attal est effectivement distancé, mais enfin, vous mettez à la place de Gabriel Attal, qui est président du plus gros parti de la majorité présidentielle, qui a plus de moyens, il n'est pas non plus disqualifié, vous voyez. Et donc, je dirais, on pourrait très bien avoir une forme de rivalité Darmanin, Attal, Édouard Philippe, qui risque de faire du mal, je dirais, à Édouard Philippe. Julien Aubert, mais attendez, moi vous voyez déjà Retailleau comme candidat à la présidentielle. Moi je voudrais revenir encore en arrière et revenir à son rôle de ministre intérieur, parce que s'il a plu Bruno Retailleau, c'est parce que évidemment il avait ce côté sécuritaire très très fort qu'il a toujours d'ailleurs. Il a toujours gardé cette ligne d'ailleurs, même lorsqu'il était sénateur. Et tant mieux pour lui. Effectivement, il a pas tourné à droite ou à gauche comme a fait Ciotti et autres. Mais est-ce que avant tout, il faut pas qu'il nous déçoive, qu'il déçoive au ministère intérieur l'action qu'il doit mener en matière de sécurité avant de penser à la présidentielle, parce que là j'ai l'impression qu'on va un peu vite en besogne. On disait ça y est, il va être président de la République. Non, je n'ai pas dit qu'il serait président de la République, ni même qu'il serait candidat. Je vous dis que j'espère que ce qu'il va faire à la tête du parti va créer une onde de rassemblement. Après, vous savez, la longévité du bail à Beauvau, elle sera moins dictée par les velléités de Bruno Retailleau que par l'incroyable instabilité du Parlement issu des dissolutions, par le fait qu'ils ne sont pas d'accord sur le budget, par le fait que nous avons un président qui ne sait jamais s'il faut appuyer sur le bouton dissolution ou le bouton référendum. Donc, à un moment donné, il partira quand... Alors, soit parce qu'à un moment donné, on le bloquera sur des options qu'il a estimées, à mon avis, importantes, soit parce que tout simplement, ce sera la fin de vie de ce gouvernement. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, moi, en tout cas, je parle à mon titre personnel, je ne pense pas que les Républicains aient vocation à être le masque à oxygène du macronisme. Allez, il n'y a pas le bouton du référendum, il n'y a pas le bouton de la dissolution, mais il y a celui du 0826 300 300. Pascal de Tretz, dans les Bouches-du-Rhône, nous vous écoutons. Alors, je suis un petit peu d'accord avec ce que Bruno vient de dire, parce que moi j'ai l'impression que depuis hier soir, et puis même depuis l'élection, on se refait du 2005-2006 avant les présidentielles de 2007. C'est un petit peu du revu et Nicolas Sarkozy. Et j'ai intimement convaincu aussi que Bruno a raison, c'est que Bruno Sarkozy, pourquoi il a été élu président, c'est parce que il n'avait pas décidé sur sa ligne trajectoire du ministère de l'Intérieur de l'époque. Il avait été à fond et c'est ce qui a fait qu'il a été élu. Aujourd'hui, les choses sont différents et il faut vraiment que M. Retailleau ne se plante pas. Je suis pas du tout LR, je suis pas du tout LR, je suis plutôt de l'autre côté, mais voilà, mais ça fait partie des éléments où il ne faut pas qu'il déçoive. Parce que s'il déçoit, évidemment, le ministère de l'Intérieur et tout régalien de ce qui est parlé de sécurité, il ne sera jamais élu. Parce que la preuve, hier soir, il y a un sondage qui est sorti, il était à 8 à 10%. Ah oui, c'est très peu. Restez avec nous. Restez avec nous, Pascal. Julien Aubert, est-ce qu'il y a incompatibilité entre le ministère et finalement la présidence des LR? Pas du tout. Non, je pense pas. Je pense que c'est assez bon d'ailleurs quand on est président de parti d'avoir exercé des fonctions ministérielles. Ça permet aussi de tousser du doigt. Et on a commencé avec une question sur la souveraineté. Moi, je suis convaincu que si on veut avoir un ministre de l'Intérieur performant, il faut un bon Parlement qui vote les lois. Ce serait bien. Mais il y a aussi des problèmes de juges, des problèmes de jurisprudence, des problèmes juridiques qui empêchent aujourd'hui une action résolue en matière de sécurité ou de lutte contre l'immigration. Et je crois qu'il est en train aussi de toucher
toucher du doigt les limites, et ça permettra aussi de nourrir un projet pour le parti. Oui. Julien Aubert, je vous rejoins absolument. Je trouve évidemment il vaut mieux réussir au ministère de l'Intérieur, mais ça n'est plus central comme difficulté pour Bruno Retailleau, puisqu'il a insisté et il a gagné ce pari sur le fait que vous venez de le confirmer, que le ministre va renforcer le président des Républicains et le président des Républicains va donner de l'influence au ministre. Donc ça n'est pas le problème brillamment soulevé par Bruno Pomar, c'est évident, qui bénéficie du même prénom, mais ça s'arrête là. Françoise Degois. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ni avec vous, Julien Aubert, ni avec Philippe Bilger. Je pense que c'est un vrai sujet. Je connais le caractère de la déception que provoque Beauvau. Je vous le redis, c'est un ciseau terrible, Beauvau. C'est le ministère qui vous permet de faire l'actualité 365 jours par an, y compris Noël et le jour de l'an, et y compris le 1er mai. Vous pouvez être tous les jours invité d'une matinale ou d'un 20h parce que vous avez des choses à dire. C'est un ministère qui donne une notoriété extrême, mais une notoriété en surface. C'est exactement ce dont bénéficie Bruno Retailleau. Quand vous regardez les sondages dans le fond, la notoriété de Bruno Retailleau, elle est fragile. Et la preuve, c'est qu'en intention de vote, de toute façon, il est très loin d'Édouard Philippe. Il est au niveau de Gérald Darmanin. Ça, c'est le premier point. Et je ne vois pas, je voulais juste vous dire ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il a vite intérêt de se tirer de la place Beauvau. Parce qu'il y a un moment donné, vu l'instabilité du Parlement, il ne changera rien et il n'y aura pas de résultat. Et ce sera décevant. Julien Aubert. D'accord. Oui, mais je peux vous donner une autre statistique. Si vous prenez le nombre de présidents de la République qui ont été Premier ministre avant et qui ont occupé la fonction à Matignon, vous verrez que la liste est assez courte. Et donc, voilà, alors que Beauvau a donné plus de résultats. C'est le seul, c'est Sarkozy qui a réussi à transformer l'essai. Vous oubliez que François Mitterrand a été ministre de l'Intérieur. Non, mais je parle dans la continuité. Dans la foulée, le seul qui a réussi, c'est Nicolas Sarkozy. Tous les autres ont absolument échoué. Il n'y a pas de règle. Il y a un problème de fond, c'est que nous sommes dans une situation où, en fait, pour avoir des résultats, c'est très compliqué. On voit bien que vous êtes ministre de l'Intérieur, le Parlement n'est pas avec vous, le président est à moitié avec vous. Bien sûr. Et en plus, nous sommes dans un pays qui a perdu une partie de sa souveraineté. Voilà. Donc, quand bien même on serait président, il y aurait un Parlement, il y aurait quand même des problèmes de souveraineté. C'est ma conviction profonde. Voilà. D'accord. Donc, il faut parler franchement aux Français. Ils sont pas stupides. Ils savent très bien que c'est pas Majax ni Superman. Ils essayent de faire le maximum de ce qu'ils peuvent faire dans son poste. Je crois qu'ils ne prennent pas les policiers et les gendarmes pour des imbéciles, ni les Français, ce qui est déjà quelque chose de très profitable. Et effectivement, à un moment donné, il faudra que son chemin se sépare, mais c'est une décision qui lui appartient. Et il est allé avec un message qui était de dire j'y vais par responsabilité parce que j'ai pas envie d'avoir M. Delogu ou je ne sais qui au ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc je le vois mal en fait partir pour laisser la place à la gauche, les enchemiser au gouvernement. Voilà. Donc on verra bien comment les mois suivants vont s'organiser. Merci beaucoup Julien Aubert d'avoir accepté cette invitation, vice-président du parti Les Républicains et président d'Oser la France et de l'Institut Valmy, bien entendu. Et vous restez avec nous dans un instant, Pascal. On va jouer au qui c'est qui l'a dit et on va gagner le qui c'est qui l'a dit. Je vous le dis. Cette fois-ci, c'est vous là. Hein non mais vous me remercierez, vous verrez. Vous allez m'envoyer un énorme chèque comme d'habitude. Non, vous mettrez l'ordre à mon nom. Allez, on vous épelle le nom Philippe David, c'est simple, 2 prénoms. Deux minibus, c'est compliqué. Et n'inversez pas. Faites pas David Philippe parce que ça c'est une autre personne. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table, les vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois et Bruno Pomar. Et je tiens juste à féliciter Marianne de Silverac de Blaye qui vient de gagner un très joli bracelet personnalisé de la collection Lettres offert par Le Vent à la française.com. Et comme mon petit nez me raconte des trucs, à mon avis, sur le bracelet, il y aura marqué Marianne. Ouais, bon, okay. Tout le monde s'en fout, c'est super. Génial, mais c'est beau. C'est tout. Voilà, c'est un joli cadeau. C'est très républicain. Pascal, mon cher Pascal, vous allez pouvoir lancer le qui c'est qui l'a dit. Allez-y donc. Alors, nous, le fameux jeu où même Christian, Philippe Bilger ne gagne pas. Et qui a dit quoi?
Qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Allez. Qui c'est qui l'a dit? Bruno doit choisir entre le bloc macroniste et le camp national. Pascal. Marion Maréchal. Ouais, bonne réponse. C'était ce matin. Il est bon. Ah putain. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit sur le refus de marier une personne sous OQTF? C'est raciste comme proposition, je suis extrêmement choqué. On va aller jusqu'où dans la dérive dans ce pays? C'est une attaque faite à l'amour. Pascal. Comment s'appelle Sandrine Rousseau? Non, c'est Marine Tondelier. Bonne réponse de Françoise Degois. Secrétaire nationale des écologistes. Qui c'est qui l'a dit? Quand j'écoute Wauquiez ou Retailleau, j'ai l'impression de m'entendre. Pascal. Facile. Oui, basta. Marine. Non, Zemmour. Bonne réponse. Elle l'a dit un poil avant vous. Ah oui, je l'ai dit avant. Ouais, c'était non, mais si, je l'ai dit avant. Non, Philippe. Elle l'a dit avant vous, mais vous l'avez dit mieux qu'elle. C'est pas pareil. Elle l'a dit avant moi. Qui c'est qui? Comment est-ce possible? Qui c'est qui l'a dit, Pascal? J'accepte. Alors là, c'est du lourd. Hein. Il faut que l'Europe assume sa dimension prométhéenne. Ouais, alors, bon, c'est une femme politique qui faisait tous les plateaux télé, radio il y a 1 an. J'adore. Valérie Ayé. Ségolène Royal. Valérie Ayé, mais c'était à Pascal. Hein, il a dit non, mais de toute façon, il n'a pas dit de donner la bonne réponse. Attention, qui c'est qui l'a dit? Je ne veux pas d'une droite à moitié de droite, à mi-temps. Pascal. Ça, c'est à droite. C'est le président de la région. Non, ça pourrait être non. Retailleau, vous avez dit? Ben, c'est Retailleau. Oui, c'est Retailleau. Bonne réponse. Suivez l'actualité, Philippe Bilger. Je croyais que c'était Wauquiez qui avait dit ça. Quelle petite peste! Mais quelle peste, non, mais celui-là! tout en qu'avant l'a dit aussi. Bien sûr, et Louis XIV. Philippe. Qui c'est qui l'a dit? Je ne veux pas qu'on se retrouve avec un second tour Mélenchon-Le Pen. Il faut quand même que la droite soit présente au second tour. Pascal. Ça, c'est Wauquiez. Non, c'est une femme ministre. Genevard. Bonne réponse de Philippe Bilger. On est à combien là? Il est en train de remonter ou pas? Non, c'est une première. Il y a tout de même une. Non, mais il y a combien? Qui c'est qui l'a dit sur la victoire de Retailleau à la présidence de LR? Je ne suis pas sûr qu'il puisse rester au gouvernement. Pascal. Marion Maréchal, je n'ai pas dit ça. C'est un homme. Bonne réponse de Françoise Degois. David Lisnard, président de l'AMF et maire de Cannes. Qui gagne toujours. Qui c'est qui l'a dit, Pascal? Si on avait dû penser que le RN était l'avenir du pays, on aurait été au RN. C'est un macroniste, ça c'est sûr. Non. Ah non, pas macroniste, non. C'est un vice-président. Un nouveau vice-président. Un nouveau vice-président du... alors là... LR. Nassrou. Non. Julien Aubert. Non. Il a un prénom composé. Bellamy. Bonne réponse. Bellamy. Il connaît même Maupassant. Ouais, c'est ouf. Eh bien, qui a gagné, Philippe? Eh bien, écoutez, c'est Françoise Degois avec 12 points. Devant Bruno Pomar avec 6 points. Et à égalité, c'est très honorable pour Pascal. 3 points, un peu moins pour Philippe Bilger qui est un habitué. On m'a grugé. Non, on vous a pas grugé. On a grugé de rien du tout. Est-ce que quelqu'un a grugé, Pascal? Vous pensez que vous avez été... non, le seul qui a grugé, c'est celui qui a perdu, Philippe Bilger. Non. Ouais. Mais mon cher Pascal, je vous apprendrai que la semaine dernière, j'ai gagné 2 fois de suite. Non, c'est vraiment phénoménal. Attendez. On dit ça, on dit rien. Je demande la VAR. Je demande la VAR aussi. Mon cher Pascal, on vous embrasse bien fort. Merci d'avoir été notre vraie voix. Vous êtes très sympathique. Dans un instant, le journal et puis la météo. Je tiens à signaler, attention, surtout à Toulouse, puisqu'il y a une pluie de grêlons et c'est totalement inondé. Donc on pense bien à vous. Faites très attention sur la route et merci pour cette info de Christine Bouillot, bien entendu. Et le coup de gueule de Philippe David? La semaine dernière, début de semaine, vous avez dit on en fait 2. J'en refais 2. La semaine dernière, j'avais remis le clocher au milieu du village et le minaret au milieu du bled. Ce soir, je remets le clocher de l'église orthodoxe au milieu du village et la synagogue au milieu du shtetl. Alors vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Très bien. Tout de suite. On voit, il n'y a pas de parti pris. C'est une sorte de syncrétisme. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Autour de cette table des vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois et Bruno Pémard, et vous au 0826 300 300 avec Philippe David et toute l'antenne de Sud Radio. On s'était dit qu'on allait vous offrir un joli cadeau puisque c'est le moment justement de jouer sur Sud Radio pour gagner un pack Lexon avec des objets design et connectés, bubble lamp, des radios Taiko, des enceintes Bluetooth, minotées, compactes, puissantes et résistantes à l'eau. Ça c'est bien pour les vacances. Le Mac Bank, une batterie sans fil externe compacte et magnétique conçue pour allier performance et élégance. Alors c'est facile pour remporter tout ça. Vous allez pouvoir remporter en tapant 0826 300 300 et on va dire à Philippe Bilger, Philippe, donnez-moi un chiffre entre 1 et 15. 14. 14e appel au standard. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir remporter une bubble lamp plus une enceinte minotée. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Et tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Et comme ce week-end, donc c'est comme le week-end dernier, déchaîné en termes de délire, je vais à la fois remettre le clocher de l'église orthodoxe au milieu du village et la synagogue au milieu du shtetl. 2 coups de gueule pour le prix d'un. C'est la nouvelle promotion du lundi dans les vraies voix. Commençons par le clocher de l'église orthodoxe en prenant la direction de Bucarest en Roumanie. Pourquoi Bucarest? Parce que c'est la capitale de la Roumanie et que le second tour de l'élection présidentielle dans ce pays a eu lieu hier après que le premier scrutin ait été annulé suite à de présumées ingérences russes. On écoute ceci. Il n'aura échappé à personne que si le candidat pro-russe et anti-européen se positionnait et pouvait être élu, les conséquences sur la Moldavie serait évidemment extrêmement dommageable. Vous avez reconnu Emmanuel Macron samedi lors du sommet de Tirana qui affirme la veille du scrutin pour qui il ne faut pas voter le lendemain en Roumanie. Mais n'est-ce pas de l'ingérence que de dire qui est le bon ou le mauvais candidat dans une élection? Rappelons que, quand suite à la condamnation de Marine Le Pen, Donald Trump lui avait apporté son soutien, François Bayrou avait qualifié ce soutien d'ingérence. Bref, les ingérences, c'est bien quand c'est nous qui les faisons, mais c'est mal quand c'est les autres. Une ingérence qui a été commentée par le candidat battu Georges Simeone par ces mots. Mon message est clair, bas les pattes, vous n'êtes pas un empereur et vous n'êtes même pas aimé par le peuple français. Remettons maintenant la synagogue au milieu du shtetl en revenant sur le concours Eurovision. Samedi dernier, la candidate israélienne Yuval Raphael a terminé seconde après avoir remporté le vote du public. Certains tweetant qu'ils ont voté plusieurs fois pour la candidate israélienne, le député Émeric Caron n'a pu s'empêcher de retweeter avec ce commentaire « Après avoir volé la terre des Palestiniens, Israël a essayé de voler l'Eurovision » avant d'ajouter un second tweet « Pendant que les propagandistes d'Israël truquaient le vote à l'Eurovision pour faire gagner leur candidate qui n'avait rien à y faire, leur armée tuait encore des innocents à Gaza. Ouf, on respire, le complot juif mondial a revu ses ambitions à la baisse puisque de son ambition de dominer le monde dans les protocoles des sages de il se contente aujourd'hui de vouloir dominer le concours de l'Eurovision. Alléluia, comme on dit en hébreu, Dieu soit loué. Alléluia étant d'ailleurs le titre de la chanson israélienne qui avait remporté l'Eurovision en 1979. Reste plus maintenant qu'à déclencher une commission d'enquête parlementaire pour savoir par quel subterfuge Israël a bien pu gagner cette année-là, sachant que le public ne pouvait pas voter. C'est très bien. Alors, sur le premier point, l'intervention d'Emmanuel Macron est tout de même très discrète. Enfin non, au sommet de Tirana, c'est hyper discret, oui. Il y a un sommet, il prend la parole. Non, caméra. Mais je veux dire sur la Roumanie. Oui. Sur la Roumanie, on ne peut pas dire que c'est une immixtion scandaleuse dans l'élection d'un pays qui avait défrayé la chronique depuis quelque temps. Là, vous êtes peut-être un peu dur. Mais c'était de l'ingérence quand Trump disait que la condamnation de Marine Le Pen était scandaleuse. Là, il y a 2 poids, 2 mesures, oui. Non, mais l'ingérence, tout le monde fait de l'ingérence, on s'en fout un peu. Franchement, ça n'a eu aucun rapport. J'en parlerai tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Emmanuel Macron n'a pas bougé une seule voix en Roumanie. C'est les Roumains qui ont dit non, on ne veut pas l'extrême droite. Mais non, mais tout le monde fait ça, franchement. Non, sur Israël, je suis d'accord avec vous. Je trouve ça complètement délirant. Mais délirant ce qui s'est passé. Délirant. Personnellement, je suis assez fier d'avoir voté 6 fois pour Israël. J'ai cru que c'était un fake quand j'ai vu les tweets. Moi, j'ai voté 6 fois pour Israël, pour être sûr. Ça y est, on sait qu'il a fait. Bien sûr. Mais j'ai voté parce que cette candidate
candidate, la façon dont elle a été traitée est absolument lamentable. Alors qu'elle est rescapée du 7 octobre. Vous n'avez pas voté pour la France? On n'a pas le droit de voter pour la France. Ah bah oui, c'est vrai, je suis... Quand vous êtes en France, comme vous pouvez êtes souvent à l'étranger, c'est pour ça. Mais donc, vous n'avez pas, bien sûr. Donc, non, c'est lamentable. Vraiment, c'est lamentable. Jusqu'où va aller LFI, je ne sais pas. Ouais, c'est la norme, en fait, l'ingérence. On le voit avec Trump, on le voit il n'y a pas longtemps avec Panot et Aubry qui sont allés en Pologne balancer des pilules abortives comme ça. Et Aubry au Portugal. Députés français qui vont dans un autre pays comme ça. C'est un délire. Tout le monde fait ça, franchement. Tout le monde fait ça. C'est la norme. Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas si grave. Ça bouge pas des voix. Allez, vous restez avec nous. Vous restez avec nous. On se détend, tout va bien. On fait une petite pause. On revient dans un instant et on reviendra sur la France qui reste debout. C'est une opération organisée par Sud Radio en partenariat avec le syndicat de la presse hebdomadaire régionale. C'est une très belle opération. On vous en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Par les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce qui est dingue, c'est hors antenne. Ça se dispute et à l'antenne. Ah oui, je tiens, vas-y, je te laisse parler. Ouais, c'est bien. Côté, passe-moi le sel. J'ai fait 30 secondes de plus que toi, pardonne-moi. Non, mais ne nous chauffe pas, parce qu'après, tu sais comment ça va faire. On va hurler, ça va monter dans les étages de la direction. C'est pas faux. Vous allez hurler. Bruno Pomaret avec nous, Françoise Degois et Philippe Bilger, et une opération qu'on aime beaucoup. Avec Sud Radio, on va parler de la France qui reste debout. C'est une opération organisée par Sud Radio et par Patrick Roger en partenariat avec le syndicat de la presse hebdomadaire régionale, Félix. Oui, tous les jours, cette semaine sur Sud Radio, on met en avant un territoire, un hebdo régional, une problématique et les solutions issues du terrain pour y remédier. Rendez-vous par exemple juste avant 7h avec Jean-Jacques Bourdin et Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Puis de 9 à 10 avec Patrick Roger pour La Vérité en face. Ce matin par exemple, on parlait du chantier de l'A69 entre Castres et Toulouse. Des travaux interrompus par le tribunal administratif de Toulouse pour motif environnemental. Et il y a du nouveau depuis ce matin sur le sujet. Le rapporteur public a demandé cet après-midi à la Cour administrative d'appel d'ordonner une reprise des travaux. Pour en parler, et puis pour parler aussi de cette opération La France qui reste debout, nous sommes en ligne avec Pierre Archer, directeur du journal d'ici, l'hebdomadaire du Tarn et du Lauragais. Il est aussi président de ce syndicat de la presse hebdomadaire régionale avec qui Sud Radio s'associe pour cette opération. Bonsoir Pierre Archer. Bonsoir et merci de m'accueillir à la table des vraies voix. Oui, bienvenue. On vous souhaite la bienvenue. Quelle belle voix. Oui. Merci de nous faire votre présence. Je suis maire d'Occitanie, moi. Oui, c'est vrai. Je vous rappelle, les amis. Mais arrêtez de tout ramener à vous. Oui. Toujours tout. Excusez-moi, mais j'ai plusieurs casquettes. Mon père, il est gendarme. Allez, on y va. Allez. Pierre Archer, le rapporteur public qui demande à la Cour administrative d'appel d'ordonner une reprise des travaux de l'A69 cet après-midi. C'est un pas décisif dans ce dossier ? C'est en tout cas une excellente nouvelle pour ce chantier et c'est la perspective d'une réparation, de la réparation d'une anomalie qui était la suspension du chantier qui avait été ordonnée par la Cour d'appel de Toulouse qui avait supprimé au chantier ses autorisations environnementales. Parce que la semaine dernière, on avait aussi les sénateurs qui avaient voté une proposition de loi pour autoriser la reprise des travaux. Les partisans de cette autoroute misaient beaucoup du côté de chez vous sur cette idée d'une loi spécifique dédiée au dossier A69. Oui, c'est une loi de validation, dite de validation, qui a déjà servi par le passé pour un certain nombre de projets. Je pense notamment au Stade de France et qui permettrait effectivement de remettre ce chantier sur la bonne voie. Et effectivement, le Sénat a très largement adopté la proposition de loi qui est portée par 4 parlementaires tarnais la semaine dernière. Et le 2 juin, c'est l'Assemblée nationale qui va discuter le texte et qui va voter. Est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'un autre recours d'une manière ou d'une autre ? Cette affaire est une succession de recours, une succession d'épisodes parfois inattendus. Je crois que pour que les éditeurs comprennent de quoi on parle, l'autoroute Castres-Mazamet-Castres-Toulouse, c'est un chantier de désenclavement dont on parle dans le sud du Tarn depuis près de 40 ans. Et la procédure qui a abouti à la construction de l'autoroute qui est en cours, elle date de 2010. Il y a eu des débats publics, des déclarations d'intérêt public, une loi d'orientation de mobilité, des mobilités en 2019. Il y a eu un certain nombre de décisions des juridictions administratives. Il y a eu des recours par dizaines qui ont tous d'ailleurs
été rejeté, à part celui qui a abouti à la décision de la Cour d'appel de Toulouse le 27 février dernier, donc qui a eu pour effet l'arrêt immédiat d'un chantier qui, pendant sa période d'arrêt, coûte entre 180 000 et 200 000 euros par jour. Ah, c'est fou. Philippe Bilger. Ces péripéties interminables, notamment sur le plan judiciaire et administratif, est-ce qu'à votre avis, elles vous font réfléchir sur l'hypertrophie de notre état de droit, ou vous trouvez ça finalement rassurant ? Alors, selon le point de vue duquel on se place, effectivement, ça peut être l'un ou l'autre. En réalité, c'est un peu incompréhensible pour ce bassin de vie, ce bassin industriel qui attend depuis des dizaines d'années d'être désenclavé. C'est le seul de cette importance en France, qui n'est pas relié par une autoroute à sa métropole régionale. Et donc, pour la population du Tarn, c'est effectivement incompréhensible, nonobstant le nécessaire état de droit dans lequel nous évoluons. La question qui se pose, c'est de savoir si une minorité de blocage peut mettre en péril l'intérêt général. Oui, Françoise de Gaulle, rapidement. Oui, rapidement. C'est combien de kilomètres exactement? 30 kilomètres? Moi, je pense que... c'est pas 30 kilomètres, Toulouse-Castres, c'est bien plus, c'est plutôt 70. Oui, je pose la question... Le chantier, c'est 53 kilomètres. 53 kilomètres, c'est ce que je voulais avoir là. Je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose de plus pressant à faire si vous voulez vraiment désenclaver. Moi, je trouve ça dramatique la difficulté de se rendre à Toulouse. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas un avion quand vous êtes pressé à Toulouse, c'est l'enfer pour aller à Toulouse. Ah oui. C'est 4 ou 5 heures de train. C'est vraiment infernal. Est-ce que ça, c'est pas un vrai combat? Franchement, 53 km d'autoroute, avec tous les problèmes environnementaux que ça pose, parce que la Cour d'appel, elle n'a pas rendu une décision comme ça sur une humeur. Est-ce que vous pensez pas, au fond, que c'est disproportionné par rapport, à mon avis, au vrai combat de désenclavement qu'il faudrait mener, le TGV? Françoise, allez, réponse. Alors, c'est-à-dire qu'il n'est pas prévu qu'un TGV arrive jusqu'à Castres-et-Mazamet. Non, c'est pas ça le sujet. La seule voie de désenclavement possible pour le bassin, pour les entreprises, pour les problèmes de santé, etc., pour l'accès aux services de la métropole régionale, c'est la voie autoroutière. Il n'y en a pas d'autre. Bien sûr. Vous avez trois éléments qui caractérisent un bassin enclavé. C'est l'absence de liaison autoroutière, c'est l'absence d'une gare TGV et c'est l'absence d'un aéroport international. Donc, voyez. Merci beaucoup. Merci. On rappelle que demain matin, on va parler des déserts médicaux avec l'écho du Berry dans la France qui reste debout, notamment à 6h50, puis de 9 à 10h, puisque évidemment la presse hebdomadaire régionale, on le rappelle, est aux avant-postes des problèmes et puis des solutions aussi qui émergent du terrain pour y remédier. Merci beaucoup Pierre Archet, vous êtes directeur du journal d'ici, l'hebdomadaire du Tarn et du Logaret, et puis aussi président du syndicat de la presse hebdomadaire régionale. Et merci de ce partenariat avec Sud Radio. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. Dans un instant, la suite. En attendant, on a un cadeau à offrir. Est-ce qu'on a notre auditrice qui est avec nous après la pub? On me dit, d'accord, ok, oui chef. On fait une petite pause dans un instant. Le tour de table de l'actu des Vravois, Philippe David. On va parler des médecins qui partent. Avec Françoise de Gaulle. La victoire du candidat européen en Roumanie. Et vous, Bruno Pomar? L'engagement des jeunes. L'engagement des jeunes. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus et merci de votre fidélité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Par les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, autour de cette table, il n'y a que des gagnants, puisqu'ils ont la chance d'être déjà avec vous et surtout de partager cette émission avec Philippe David. Ça, c'est un grand bonheur. Oui, il n'y a pas une prime plus importante. Bah oui, c'est pour ça que je vous le dis. C'est bien de leur dire. Ouais. Non, de qualité. De qualité, exactement. Philippe Bilger autour de cette table, Françoise de Gaulle autour de cette table, bien entendu, et Bruno Pomar. L'arbitre de talent. Qui? Bon. Ah oui, d'accord. Non mais en fait, le principe. Non mais Bruno Pomar, il a raison. On n'est jamais mieux servi que quand ça termine, Narcisse. On se voit dans son début. Oui, c'est vrai. Achetez-lui le livre. Allez, le 0826 300, puisque on vous l'a dit, on avait proposé d'offrir un très beau cadeau, bien entendu. Et c'est Bertrand qui est avec nous de Clermont-Ferrand. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. On est ravis de vous accueillir, mon cher Bertrand. Vous nous écoutez depuis longtemps?
Ah oui, et ben alors depuis pas mal d'années, oui, entre Berkoff le midi et vous le soir, voilà, c'est mes... D'accord. Et vous avez des preuves, parce qu'il faut des preuves. Combien de fois Philippe Bilger a gagné au qui c'est qui l'a dit? Attention. Deux fois. La semaine dernière. Il est bon. Et c'est vrai en plus. Bravo Bertrand. Ah, j'adore Bertrand. Alors en tout cas, vous avez remporté un très joli pack Lexon avec des objets design connectés, puisque en tout cas Lexon vous offre une bubble lamp et une ancienne, n'importe quoi, une nouvelle, donc une enceinte Mino T. Voilà, elle est pas du tout ancienne, elle est nouvelle. Voilà, parce que c'est moi visiblement qui suis ancienne. Félicitations Bertrand. Bertrand, vous faites quoi dans la vie? Merci beaucoup. Je suis préparateur de commande. Ah, très bien. Et je vais recevoir mes colis bientôt. Si vous me donnez votre numéro de téléphone, peut-être quel talent, il est bon. Vous qui êtes originaire d'Auvergne, quelle est la vraie voix la plus volcanique? Non. Ah, la voix la plus volcanique d'Auvergne? Non, des vraies voix. Bah oui, c'est ce qu'il dit, des vraies voix. Des vraies voix, c'est la vôtre, forcément. Celle de Philippe David? Ah bah oui. Merci. La plus volcanique, oui. Ah non, elle est pourrie, sa voix. Elle est plus intelligente. Elle est pas la plus intelligente, Bertrand. Ah bah Cécile, forcément. Bah sûr. Vous avez déjà remarqué que j'ai dit la plus intelligente. Je l'ai un peu envoyé. Il est très habile, ce Bertrand. Il est habile, il connaît tout. Et est-ce que vous arrivez à la fin au numéro de téléphone de Cécile de Ménibus? Je suis pas sûr. Ah bah je vais vous le donner, 06. Notez. Ah bah vous le voulez pas, tant pis, je vous le donne pas, Bertrand. J'étais prête à vous le donner. Merci en tout cas Bertrand, vous faites des très très gros bisous. On est très heureux de vous avoir eu à l'antenne. On vous embrasse très fort et faites attention à vous. Allez tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger, à l'époque c'était la Corrèze plutôt que le Zambèze, et là pour certains médecins c'est votre tour de table, c'est plutôt Dubaï que la Creuse. Oui, parce que on veut tenter de régler un petit peu le problème des déserts médicaux en France, mais il semble que la régulation qu'on veut créer multiplie. C'est l'une des raisons qui multiplie les départs de beaucoup de médecins, de jeunes médecins vers Dubaï. Parce qu'ils trouvent dans ce pays, par exemple, et dans d'autres aussi, des infrastructures fabuleuses. Ils gagnent bien leur vie. Ils ont une qualité de vie et un accueil qu'ils ne trouvent pas toujours en France. Et donc, ça devient un vrai drame. Objectivement. Oui, alors c'est ce que disent. Moi, je trouve que la loi qui est passée, elle est transpartisane. Bon, ok, moi j'aime beaucoup Guillaume Garot, je le connais depuis des années, mais il a fait un travail considérable à tel point qu'elle est transpartisane. On lui a dit d'ailleurs récemment. C'est très rarissime d'avoir une loi qui est votée par toute la gauche, qui est votée par les Républicains, par Lyotte, etc. Paradoxalement, c'est les macronistes qui ont le plus freiné, ce qui est quand même complètement délirant. Moi, je pense qu'il fallait réguler. Après, vous savez, l'exil vers Dubaï, c'est pas extensible, hein, c'est tout petit, hein, quand même Dubaï. N'oublions pas l'exil vers Dubaï des médecins parce que on veut les contraindre, c'est comme l'exil des milliardaires parce qu'on veut faire l'ISF. Quand on fait le retour, on se rend compte que finalement très peu de gens sont partis et ça sera pareil pour les médecins. Serment d'Hippocrate, serment d'hypocrite, c'est exactement ce que je pense. Moi, on en souffre dans mon bled. Moi, c'est pour ça que je le dis. Hein. On arrive à faire venir quasiment personne, quoi. Ouais, malgré les avantages, ce que vous faites, bien sûr. On veut changer de vie, on veut un emploi pour sa femme, on veut des avantages en pagaille. Incroyable. Tout le monde s'en fout. Et tu dis l'exil vers Dubaï, évidemment, c'est surtout pour le pognon. Mais j'allais le dire, hein, parce que franchement, le numerus clausus, pendant des années, on se retrouve dedans. Le numerus clausus, c'est les médecins pour s'autoprotéger et pour garder leur clientèle. Donc, tout le cinéma m'énerve un peu, en fait. Allez, en direction de la Roumanie avec vous, Françoise de Gois. Oui, alors j'adore le prénom de ce candidat, Nicusor.
qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Donc, en réalité, après 1000 péripéties, je vais aller très vite. Non, mais Nicuzor, c'est celui qui a gagné. C'est un très joli prénom, typiquement roumain d'ailleurs. Celui qui a gagné, en réalité, c'est un renversement incroyable de situation. Mais je pense que en France, le Rassemblement national, ça lui a rappelé vraiment des péripéties. 2017, 2022, 2024, il s'est passé exactement la même chose en Roumanie, avec une extrême droite très haut au premier tour, plus de 40%. Évidemment, des Roumains, 20 millions d'habitants à peu près, des Roumains qui se réveillent et qui disent non à l'extrême droite. Donc, moi, j'entends tout le discours, l'extrême droite, les coups de boutoir contre les démocraties, elle est en marche, etc. Moi, je vois surtout, dans des nations, de plus en plus, eh bien, des électeurs qui se réveillent, qui disent non, on ne veut pas, Monsieur Simion, on ne veut pas, on ne veut pas, mais non, on ne veut pas. Moi, on peut dire, ah là là, ça avance, la France est à droite, l'Europe est à l'extrême droite. La réalité, c'est qu'au moment de voter, eh ben, regardez ce qui se passe. Au moment de voter, eh bien, on dit non. Voilà. Deux choses. Pour la Roumanie, c'est formidable. Ça va restaurer une vie politique un peu normale. Mais tout de même, François, ça montre que dans tous les pays, l'extrême droite progresse. Et on le constate. Non, mais non, elle progresse. Pardon. Non, pas le temps. Moi, c'était juste pour un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, parce que je suis beaucoup engagé pour les jeunes, avec beaucoup de policiers, c'est redonner envie aux jeunes de s'engager dans tous les domaines. Quand on voit l'abstention qu'on voit dans les élections, et toutes les élections d'ailleurs, la jeunesse est plus ou moins mobilisée, mais sans plus, je dirais, moi. Et dans tout ce qui est engagement associatif et autres. C'est important, dans la société dans laquelle on vit, où tout part en sucette, que les jeunes se mobilisent et aillent vers les associations. Mais ça ne devrait pas être obligatoire. Il y a le service civique, il y a des choses comme ça, mais il faut aller encore plus de l'avant. Non, mais de dire que chaque enfant doit, à un moment donné, choisir une association pour apprendre justement l'engagement. On l'a fait, mais à travers les cellules, mais on a dit que ça coûtait trop de pognon. Évidemment, donc on laisse tomber ça, on va trouver autre chose. Il y a le service civique qui a encore du sens, à mon sens, c'est le cas de dire. Mais il y a plein de choses encore où les jeunes doivent s'engager, parce que c'est important de le faire pour la société, même pour eux, en termes de nourriture, je crois que c'est important de faire. Quel est le principal argument que vous donnez aux jeunes pour qu'ils s'engagent ? L'engagement citoyen, républicain, d'être utile à la société. Je pense quand même qu'ils s'engagent, mais pas forcément dans les choses que vous n'aimez pas. L'engagement de la jeunesse, il est en augmentation. D'abord, les jeunes n'ont jamais été autant votés qu'aux législatives, je vous rappelle, de 2024. Non, mais vraiment, moi, j'ai pas envie de faire des trucs au doigt mouillé. Il faut des chiffres. En 2024, la jeunesse est engagée, de gauche comme de droite d'ailleurs, pour aller voter. À la dernière présidentielle, c'était dingue. Première source de la jeunesse, Mélenchon. Deuxième, Marine Le Pen. On a vraiment, ou vice-versa, ça dépendait des 15-24, etc. La jeunesse, elle est là. Elle s'engage pas forcément là où on voudrait, mais elle est engagée dans des actions climat. Alors évidemment, c'est dans les marches climat. Oui, c'est du militantisme plus que c'est du militantisme. Mais oui, François, tu le sais bien. Mais c'est pas cette sorte d'engagement, en fait. C'est l'engagement dans l'associatif. Moi, quand tu viens faire, par exemple, le service national universel, tu viens prendre des choses. Mais c'est ça. Mais moi, mais le service national universel, mettre en avant les valeurs de la République, etc. Pour que les jeunes. Combien de mômes sont engagés pour les restos du cœur? Énormément. Combien de mômes sont engagés sur les banques alimentaires pour distribuer à leurs copains étudiants? Beaucoup de retraités. Mais non, mais il y a beaucoup de retraités, mais il y a aussi la jeunesse. Il faut arrêter de dire que la jeunesse n'est pas engagée. C'est fou parce que même sur le sujet, vous disputez. C'est fou. Non, mais ça n'est pas vrai. Regardez les chiffres de 2024. Non, mais moi je regarde pas les chiffres. Eh ben si, le nombre de votants sur la à chaque fois, vous regardez les chiffres. Moi, je te dis, sur le terrain, je vois bien. On s'en fiche de ton terrain, je vois parce que t'as un terrain qui fait 4 mètres carrés. Non, bon, allez, je vous demande de vous arrêter. Non, mais attends, elle me dit, attends, mais sur un terrain de 2 mètres, je fais juste 200 000 par an. Non, mais je sais, je te chambre volontairement. Bruno Pomar, je te chambre. Je te dis juste. Comment vous montez vite, Bruno Pomar? Tu montes très vite dans les tours, plus que moi, ça c'est drôle. Au moins, il y a un type qui monte plus vite que moi. Non, mais à sa décharge, ça fait des années qu'il fait ça, donc effectivement, il le voit. Alors, après, peut-être que c'est dans des milieux plus défavorisés où l'engagement est moindre. Mais est-ce qu'on peut appeler des marches pour le climat? Est-ce que c'est un engagement? Moi, peut-être qu'il parle de plus d'engagement pour aider les autres. Pour aider les autres. Je parle pas pour foutre le bordel, oui. Non, mais c'est pas. Voilà, c'est ça qui va pas. Mais oui, mais tu vois bien. Mais tu le sais bien. S'il vous plaît. Quand vous avez des mômes, qui passent leur week-end à nettoyer les plages, ils sont pas des militants acharnés qui vont foutre de la pâte sur le. Eh ben, il y en a beaucoup. Mais non. S'il vous plaît. Alors toi, s'il vous plaît. La jeunesse fout le franc. Françoise, s'il vous plaît, on a passé le temps. Ah, on a passé le temps. Oui, on a Vous n'avez pas un gong, un truc comme ça? Ou un sandouz dans la figure. Si j'en avais un, je vous le jetterais à la. C'est exactement ce que je pensais.
Non, le seau d'eau, tu sais. Bing. On va mettre des... Il n'y a plus de portable et on va mettre des sièges éjectables. Allez, vous restez avec nous, les amis. Dans un instant, on va revenir sérieusement sur le mariage blanc où abus de pouvoir, une mère donc refuse d'unir un Tunisien sous OQTF. Elle risque donc de la prison et l'inéligibilité, mais reçoit le soutien des maires de France déjà. On va en parler avec elle dans quelques instants. On est très en retard. On revient tout de suite. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Demain matin, 8h30, 9h, je recevrai Édouard Philippe, ancien Premier ministre, candidat à la présidentielle de 2027, maire du Havre et président d'Horizon. Il parle peu, mais il a choisi Sud Radio. À demain sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Je vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h et autour de cette table Bruno Pomar, Françoise Degois et Philippe Bilger, bien entendu, avec Philippe David. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Alors, je crois que ça va pas être possible. Pas être possible. En fait, il voudrait se marier juste tout simplement pour les papiers. Alors là, vous dégagez pas là-bas. Non, moi j'en ai rien à foutre. Allez. Le mariage blanc, selon la maire de Bourg-les-Valence, elle refuse de marier un Tunisien sous OQTF. Il aurait admis vouloir épouser sa compagne pour les papiers, selon sa première adjointe. Alors parlons vrai, faut-il réformer d'urgence la loi prévoyant des sanctions contre les maires qui refusent de marier des personnes sous OQTF? Et à cette question, la maire de Bourg-les-Valence refuse de marier une personne sous OQTF. Vous la soutenez-vous? Eh bien vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir? C'est le 0826 300 300. Et Marlène Mourier est avec nous, maire de Bourg-les-Valence. Madame le maire, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bienvenue, Philippe Bilger. Alors, je rejoins absolument Madame le maire de la même manière que j'ai été d'accord avec Robert Ménard et j'avais cru comprendre que la ministre Vautrin avait annoncé qu'elle chercherait à modifier cette disposition particulièrement absurde. Je ne comprends même pas qu'on puisse discuter l'aberration d'une telle sanction à l'égard d'un maire qui au contraire veut appliquer sa mission républicaine en totale vérité et authenticité. Par moments, je me demande si on ne tombe pas sur la tête à force d'accepter les procédures qui sont de purs simulacres au détriment des vrais. Françoise Degois. Bon, je ne suis pas sûr, moi je ne peux pas juger cette affaire parce que la mariée, en tout cas Madame le maire, j'entends ce qu'elle dit, mais en fait j'ai beaucoup de mal à voir quelqu'un en situation irrégulière avouer qu'il vient se marier pour avoir des papiers. Ça, je ne sais pas comment cette phrase est sortie, si elle existe même. Donc ce n'est pas vous que je mets en cause, Madame le maire, parce qu'apparemment ça a été dit à votre premier adjoint. Ça me paraît invraisemblable que quelqu'un arrive, dise je viens me marier pour avoir des papiers. Donc puisque le refus de marier repose là-dessus, le mariage c'est un droit, hein, ça fait partie des droits constitutionnels, etc. Oui. Moi j'entends qu'il faut réformer des choses, je suis d'accord sur une forme d'absurdité, mais sur cette affaire-là précisément, ça me paraît tellement caricatural que je demande vraiment à voir. Bon, écoute, oui, mais moi, Françoise, excusez-moi, mais bon, si Madame Mourier et sa première adjointe disent ça, je veux dire, c'est pas par plaisir qu'elles disent ça pour faire du buzz ou pour passer à la télé, c'est qu'il y a une véritable raison. Et si ce Vous mec pensez vraiment que quelqu'un qui va dans une mairie pour se marier en situation irrégulière dit je viens me marier pour les papiers? Est-ce que tu crois que Madame Mourier n'a pas autre chose à faire en tant que maire que monter une affaire pour Donc moi, je suis maire de mon petit village, je suis maire de mon petit village, je ferai exactement ce qu'elle a fait cette dame parce que je trouve ça aberrant. Mais comme tu dis, il faut changer encore une fois les lois. C'est-à-dire, j'ai une question à poser. Les amis, on va peut-être lui laisser la parole quand même. Marlène Mourier est avec nous, maire de Bourg-les-Valence. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte peut-être parce que seul vous l'avez vécu et pas nous. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Alors, je me suis trouvée confrontée à un mariage manifestement de complaisance et insincère entre une Française et un ressortissant tunisien en situation irrégulière
qui est lors de l'audition de mariage, puisque lorsqu'il y a suspicion de la part des services instructeurs de la mairie, nous, les élus, nous sommes interpellés en nous disant « Madame le maire, Madame la première adjointe, nous avons la suspicion qu'il peut s'agir d'un mariage blanc, donc il faut les passer à l'audition. » En l'occurrence, c'est ma première adjointe qui fait les auditions. Elle y prend beaucoup de temps, elle est très rigoureuse. Elle y passe plus de 2 heures chaque fois à entendre chacun des mariés séparément, ce qui nous permet d'avoir la cohérence ou l'incohérence des propos qui sont tenus. En l'occurrence, pour ce futur mariage, le ressortissant tunisien lui dit clairement « Je souhaite me marier pour obtenir des papiers ». Donc, évidemment, elle le note et ensuite, elle émet un avis défavorable au mariage. Elle fait signer à l'un et à l'autre les propos qui ont été entendus pendant 2 heures. Et au travers de ces propos, non seulement il y a cet aveu qui est fait et qui est signé par le couple, puisque nous transmettons jamais un rapport d'audition qui n'est pas signé, sinon le procureur n'en tiendrait pas compte. Et non seulement cela, nous avons constaté au travers de l'audition, parce que nous sommes quand même officiers d'état civil, moi je suis officier de police judiciaire, voilà, et donc nous avons constaté que ce mariage était insincère. Pourquoi ? Je connais cette personne, la conjointe, je la connais, je la rencontre dans le cadre de mes permanences. Je sais que c'est une personne qui est en situation de vulnérabilité, qui a subi lors d'une précédente relation avec une personne algérienne, qui a déjà subi des violences conjugales, qui s'est marié déjà plusieurs fois, qui a 51 ans. Là, nous avons un monsieur en face de nous qui a 35 ans, qui travaille au noir, travail dissimulé. Ça, c'est noté puisque elle-même nous le dit. Il fait des petits travaux au noir. Il n'a pas de visa touristique. Son visa touristique est rejeté. Il n'a pas de papier. Il est clandestin sur le territoire français. Voilà. Bon, bah oui, l'édition est lourde. Il y a une note d'environnement, mais oui, évidemment. Mais comment expliquer que vous risquiez quand même 5 ans de prison et de l'inéligibilité? Qui a pu voter une loi aussi débile? Il n'y a pas d'autre mot, Madame le maire. Il y a eu des moments où c'était nécessaire, je pense. Et l'incohérence de... Il n'y a jamais eu de moment nécessaire. On la laisse parler, s'il vous plaît. Non, simplement, alors oui, c'est vrai que cette loi est complètement ubuesque, et d'ailleurs, le président de la République, qui a eu la question de Robert Ménard la semaine dernière, a dit lui-même que c'était une situation ubuesque à laquelle les maires aujourd'hui étaient confrontés et qu'il souhaitait faire avancer cette loi au plus vite, puisqu'il y a eu une proposition de loi de la part de Stéphane Demillet, sénateur de la Somme, qui a été actée par le Sénat, qui n'a pas du tout été présentée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Mais ce qui a d'important, c'est que le sénateur Demillet est reçu cette semaine par l'Élysée concernant cette loi. Donc si grâce à Robert Ménard et si grâce à Marlène Moyer, nous pouvons faire avancer la loi, eh bien on sera les élus les plus heureux du monde, parce qu'aujourd'hui, par nos actions, par notre résistance, beaucoup de maires libèrent leur parole. J'ai reçu encore un message d'une maire ce matin qui m'a dit « J'ai été obligée de marier, je me suis retrouvée face à la même situation que vous, avec des aveux, comme quoi c'était pour obtenir des papiers, avec des personnes qui avaient 42 ans d'écart d'âge, une dame qui avait eu un AVC, etc. Mais elle m'a dit « J'ai marié parce qu'on se trouve à des maires qui, face à la justice, ont peur. » Vous savez, quand vous avez un procureur de la République qui commence à vous dire qu'il va vous poursuivre et que vous connaissez les sanctions, vous réfléchissez à 2 fois. Moi, j'ai pas réfléchi à 2 fois. Mais pas ce que j'appelle vous étiez en rapport justement avec un procureur. Vous n'avez pas eu la possibilité de dialoguer avec lui, de lui expliquer le caractère erratique de ce mariage qu'on vous demandait, parce qu'au fond, le classement existe. On aurait pu, me semble-t-il, dialoguer de bonne loi. Eh bien, écoutez, je vais vous dire qu'à partir du moment où le dossier a été déposé, que l'audition a été faite, à partir de là, je n'ai pas cessé d'envoyer des courriers, d'envoyer des mails, de passer des coups de téléphone, que ce soit au préfet, que ce soit au directeur de la police, etc. Quand le 4 février, le procureur m'écrit « Vous devez marier et exprimer votre mécontentement », moi, maire, auprès des services de police qui n'ont fait aucune investigation dans ce dossier. Quand j'ai eu monsieur le procureur au téléphone, j'ai dit « Est-ce que je peux le dire ça ?» Parce que je vais le dire aux médias que les services de police n'ont fait aucune investigation, malgré nos appels au secours.
Il m'a dit oui, et je vous poursuivrai. Voilà. Donc voilà. Oui, ça va loin effectivement. Et nous avons attendu. Pourquoi aujourd'hui j'ai alerté les médias? Vous savez, moi je suis pas coutumière du fait. Je suis pas là pour faire le buzz. Moi je gère ma mairie au quotidien. Et j'ai attendu parce que j'avais beaucoup d'espoir entre le mois de février et aujourd'hui, puisque après nos appels, etc., on nous a fait espérer. Et j'ai profité de la cérémonie patriotique 8 mai pour dire à Monsieur le Préfet, on en est où de cette affaire de mariage? Le mariage a lieu le 17 mai et nous sommes le 8 mai. Vous inquiétez pas, on en a encore discuté avec Monsieur le procureur, on vous tient au courant. Le 9 mai, je n'ai pas de nouvelles. Le 10 mai, je n'ai pas de nouvelles. Je prends mon téléphone et je m'entends dire par les services de l'État, il faut voir avec le procureur. Donc j'ai appelé le procureur et j'ai eu la réponse que je vous ai faite, c'est-à-dire, vous devez marier. J'ai dit non. Je vous poursuivrai. Voilà.